C'est pas correct. En entrée en matière, je voudrais dire que nous sommes trois ici. Si on regarde un petit peu nos métiers, ou peut-être qu'on n'aurait jamais dû se rencontrer en fait. Parce que, petite rectification, là il y a marqué que je fais partie d'ATD Carmonde, pas du tout. C'est pas du tout, mais c'est parce que je travaille avec ATD Carmonde, mais je n'en fais pas partie, donc peut-être ils vont me demander une cotisation, je vais voir ça avec eux, d'accord. Simplement, je vous dis que peut-être on n'aurait jamais dû se rencontrer, parce que pour ma part, je suis enseignant-chercheur en gestion, d'accord. Et puis mes acolytes se présenteront, mais vous verrez que dans la vie, on n'était pas forcément... voilà, vous auriez pu peut-être, d'accord. Simplement, dans ce travail d'enseignant-chercheur, je me suis penchée sur la question de l'accès à la consommation et de l'accès à la culture des personnes qui se trouvent en situation de précarité, de pauvreté, il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Et puis de se dire, je vais aller sur le terrain un peu pour voir ce qu'il en est, ce que les personnes concernées en ont à dire et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre, qu'on puisse ensuite intégrer dans des approches des entreprises et des organisations. Donc voilà l'origine. Et cette question m'a fait rencontrer vraiment des personnes qui m'ont énormément appris de choses sur mon métier, sur la société, sur ma place en tant que citoyen. Et je vais leur laisser la place parce que pour partager des connaissances avec vous, je pense que ce sont les mieux placés pour aborder ce sujet. Finalement, je me considère comme un passeur ou une passeuse, enfin des débats aujourd'hui, mais de ces connaissances. Et puis aussi, j'espère qu'on va vous surprendre, parce que pognon de dingue, vivre ou survivre avec des minima sociaux, qu'est-ce que, d'une part, des personnes les plus concernées par le sujet en ont à dire, et là Jean-François pourra nous faire part, se faire écho de tout un collectif qui travaille sur ces sujets, de personnes dites accompagnées, en tout cas qui sont en situation de pauvreté, de précarité. Ça sera déjà le premier écho, c'est-à-dire ces personnes-là qu'ont-elles à nous dire sur ce sujet. Et puis ensuite, André, par son travail, nous dira aussi comment il contribue au passage du survivre à vivre. Voilà, je vous remercie. Et puis Jean-François, à toi la parole. Merci. Bien, bonsoir à tous. Donc Jean-François Clusaniac. Alors je ne suis pas ligérien d'origine, je tiens à préciser. J'ai passé 19 ans de ma vie dans la rue. Au départ, c'était pas un choix, c'est un accident de la vie. Après, c'est devenu un choix. Et puis ça a fini par être une addiction. Pour sortir de cette addiction, je suis venu m'installer à Angers. Parce que j'ai eu l'opportunité de trouver une association qui accepte de m'accueillir avec toutes les problématiques que j'avais à l'époque. Et depuis une dizaine d'années maintenant, les pouvoirs publics ont souhaité construire leur politique avec, disons, la coopération, mais j'aime pas trop ce mot-là parce que, en fin de compte, c'est une coopération, mais c'est surtout pour cautionner leurs décisions. C'est-à-dire que, quelque part, ils nous invitent à participer à l'élaboration, mais c'est plus pour cautionner et appuyer leurs choix. Même si, quelquefois, on arrive à faire bouger un peu les lignes. Et donc, suite à l'époque de Don Quichotte, je pense que certains d'entre vous doivent avoir connu un peu dans les médias, cet hiver 2007 où nous avons occupé le canal Saint-Martin.
est née une instance qui s'appelle la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement. Donc c'est une petite usine à gaz où on prépare les politiques d'hébergement, notamment d'insertion de tous ces gens qu'on trouve dans la rue ou qui vont se retrouver dans la rue suite à l'expulsion, quelquefois même suite à, hélas, des catastrophes naturelles, parce qu'il y a des gens qui ne regagnent pas leur logement suite à des inondations très importantes. En Vendée, j'ai souvenir que la tempête Xynthia a laissé 7 ou 8 familles comme ça devenir des SDF, hein, parce que pas d'assurance, rien du tout, hein, toute une vie disparue. Et donc, cette délégation interministérielle était dirigée par un homme, le préfet Alain Régnier, qui avait lui une autre conception des choses. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit tous les technocrates qui pensent les choses, lui a voulu que les choses soient pensées par ceux qui allaient devoir utiliser ces choses. Et donc c'est ainsi qu'est née l'idée du logement d'abord, parce qu'il s'est appuyé sur une idée toute bête, c'est qu'il a décidé de donner la parole aux gens qui vivaient dans la rue, aux gens qui vivaient dans des squats, aux gens qui vivaient dans des caves, dans des caravanes, au fond des bois, dans des jardins, dans des cabris, pour leur dire comment vous imaginez, vous, votre sortie. Vous êtes aujourd'hui dans cette situation, demain vous seriez, si on vous proposait un logement. Et donc on est amené à réfléchir sur ces questions-là. Et c'est comme ça, petit à petit, que je me suis aperçu que je pouvais sortir de la rue avec une autre idée, parce qu'on commençait un peu à me redonner ma place dans la société, et que ce que je disais, les idées que j'avais avec d'autres, ce n'était pas que des conneries. C'est-à-dire que j'étais capable de penser les solutions qui m'étaient utiles pour demain. Et donc, il a créé ce qui s'appelait le Conseil national des personnes accueillies ou accompagnées, parce qu'il y a des gens qui sont accueillis dans les structures, mais il y en a d'autres qui sont accompagnés. Et puis, on l'a développé en région. Et quand je suis moi arrivé sur Angers, eh ben, on m'a dit, venez voir là, on commence à s'installer dans ce processus, et vous, vous savez faire, donc vous allez nous aider à le faire. Et donc, l'URIOPS, donc alors, l'Union régionale interprofessionnelle des organismes sociaux et sanitaires, m'ont demandé de venir leur donner un coup de main pour mettre en place cette instance. Alors, c'est une instance un peu particulière, parce qu'au départ, elle était consultative, et depuis, elle est devenue, on lui a supprimé son côté consultatif pour devenir interpellative, même s'ils n'ont pas encore mis de i dans le site. Cette instance fonctionne d'une façon assez particulière. Donc, ça s'adresse aux gens en grande précarité. Alors, ceux que l'on accueille dans le cadre de l'accueil, l'hébergement, l'insertion, mais aussi les gens qui vivent en grande précarité dans les quartiers défavorisés, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires. C'est pas quelque chose où les gens doivent adhérer, hein, comme vous, là, ce soir, non, vous venez, hein. C'est vraiment quelque chose qui est au libre arbitre des gens. C'est-à-dire que les gens peuvent venir une fois ou plusieurs fois en fonction des thèmes qui leur sont proposés. Ça se réunit 4 fois par an, ce qu'on appelle des plénières, dont les thèmes sont choisis par les personnes présentes au jour de la plénière. C'est-à-dire qu'il y a une plénière qui va avoir lieu là le 12 mars, et bien les gens vont choisir le thème qui aura lieu en juin. Ainsi que la ville, on va le faire, parce qu'on organise des plénières dans différentes villes des Pays de Loire, afin de ne pas dire c'est toujours à Nantes, c'est toujours au Mans, mais d'aller au plus près. Et d'ailleurs, quand on avait traité du thème de quel pognon de dingue ai-je besoin pour vivre dignement, on s'était offert d'aller au château de l'Œil, au bord de la mer. Et je dois dire que donc, les gens qui viennent ont des statuts totalement différents.
Alors en moyenne, il y a 60 à 70 personnes qui se répartissent en 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers, ce sont des travailleurs sociaux, ce sont des bénévoles d'associations, des présidents, des administrateurs d'associations. Et les 2 autres tiers, ce sont vraiment des personnes en précarité qui sont là. Ou qui l'ont été quelquefois et qui sont maintenant un peu sortis. Alors il y a quelques petites particularités, c'est que comme les gens viennent, ils ne savent pas qui ils sont, parce que sur la poitrine, on ne met que le prénom de la personne, avec le dessin pour une table, parce qu'on organise ça autour de table, et comme les gens viennent des fois de même structure, ou de même quartier, donc on les répartit différemment au moment de l'inscription, pour pas que ça se retrouve, mettons, 2 quartiers l'un en face de l'autre, mais qu'il y a vraiment un melting pot sur toutes les tables. Et je dois dire que maintenant, au bout de 5 ans, même 7 ans, on a réussi quelque chose de formidable, parce que je peux vous dire que les gens l'attendent, les gens le préparent, les gens s'y investissent, et pourquoi ils s'y investissent? C'est parce que un jour on a mis le pied à la porte pour rentrer auprès des pouvoirs publics, à leur demande, voilà, et qu'on n'a jamais enlevé nos pieds. Et ce qui fait que aujourd'hui, on est sollicité par les pouvoirs publics pour participer à l'élaboration des politiques publiques locales. En la matière, en Pays de Loire, on a une chance inouïe par rapport à d'autres régions, c'est qu'on travaille avec les 2 plus gros prescripteurs. Alors, on travaille avec la Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale. Là, on travaille plus sur tout ce qui relève du logement, de l'insertion, des revenus. Et puis, on travaille aussi avec l'Agence régionale de santé, où là, on a participé à l'élaboration du plan régional d'accès à la prévention et aux soins. Et à chaque fois, maintenant, on s'aperçoit qu'on arrive à obtenir des choses. Par exemple, dans le cadre du plan régional d'accès à la prévention et aux soins, c'est nous qui avons demandé, et qui avons obtenu d'ailleurs ce que nous avons cédé, à ce que les migrants ou demandeurs d'asile puissent bénéficier d'une prise en charge de soins psychiatriques ou psychiques. Car il n'y avait pas de budget en la matière, et encore moins de budget pour la traduction. Et on s'aperçoit qu'on est souvent sollicité maintenant. L'an dernier, Nantes Métropole nous avait sollicité pour animer une journée de formation en faveur des bénévoles et des administrateurs des accueils de jour qui sont subventionnés par la ville de Nantes sur comment réagir et pourquoi il y avait autant de violence dans ces lieux. Parce qu'on s'étonne toujours qu'effectivement il y a beaucoup de violence, soit verbale, soit physique, dans ces lieux de distribution alimentaire ou d'aide alimentaire ou vestimentaire. Mais ce qu'on oublie, c'est que les pouvoirs publics jouent sur cette violence, puisque c'est eux qui mettent les publics en concurrence en donnant des droits aux uns et pas aux autres, ou des droits différents. Donc voilà. Caroline disait tout à l'heure qu'on n'aurait jamais dû se rencontrer, et c'est vrai. Mais j'aurais pu donc rencontrer André, parce que, mais si j'avais été tenté, puisque je serais venu manger au restaurant Pierre Landais, en étant à la rue. Voilà. Mais, donc ça n'a pas été le cas. Ce que je voulais dire, c'est qu'on pense souvent que les personnes en grande précarité n'ont pas d'idées, ne savent pas s'exprimer, et puis d'ailleurs, vu qu'on donne de l'argent pour ces gens-là, on ne va quand même pas leur donner encore le droit de parler. Et moi je me suis aperçu, parce que nous avons beaucoup travaillé, que malgré tout, les personnes en grande précarité connaissent le mieux les solutions pour s'en sortir. Ce sont des grands adeptes
inconscients, mais malgré tout des grands adeptes de la culture de Pierre Rabhi, parce que eux savent vivre dans la sobriété. Et puis, il y a une chose c'est que eux savent travailler ensemble sans juger l'autre. Et depuis 2 ans, parce que justement on est tellement sollicité qu'on doit avoir des représentants dans certains organismes, parce que les textes de loi maintenant font une reconnaissance, on est obligé d'élire des délégués. Eh bien, pour la 2e année consécutive, on a élu des sans-droits administratifs. Alors, les sans-droits administratifs, ce sont en fin de compte des demandeurs d'asile déboutés. Voilà. Ou en attente d'une réponse. Je peux vous dire que l'ancien préfet, celui-ci arrive au début janvier, là, nous avait dit, mais vous savez que c'est pas légal. Et nous, on a dit dans le décret, c'est pas marqué. Donc, on ne peut pas savoir. Nous, ce qu'on sait, c'est que ces gens-là font partie du public avec lequel on doit travailler. Voilà. Et depuis, ça se passe normalement, quoi. Et c'est ce qui montre, c'est que ces gens-là ont envie de s'intégrer puisqu'ils ont envie de s'investir, qu'ils ne parlent pas que de leurs problèmes à eux, qu'ils s'intéressent aux problèmes des autochtones, et puis qu'en plus, ils sont capables de travailler et de s'écouter mutuellement les uns les autres. Nous, on fait des plénières, on n'a jamais un problème. On n'a pas de problème d'alcool, alors qu'on a des gens qui sont, hélas, addicts. On n'a pas de problème de violence verbale, parce que la parole de l'un vaut la parole de l'autre, qu'on a le droit de dire une connerie, c'est pas pour autant que, voilà. Et donc, c'est vraiment ça. Et alors pour moi, qui suis maintenant passé de l'autre côté, puisque je suis consultant en politique sociale depuis 2 ans, je dois dire que ce vécu que j'ai avec eux, et que je poursuis, est d'une richesse importante parce que, alors que les choses évoluent très vite, eh bien, eux aussi savent évoluer. Et penser beaucoup plus pour l'avenir. Je vais vous prendre un tout petit exemple tout bête. Hier, j'animais un grand débat avec des gens du Sénat social de Paris, et j'avais des femmes qui étaient composées d'ailleurs, à mon grand étonnement, de 60% de femmes vivant à l'hôtel avec des enfants. Depuis 3 ou 4 ans pour certaines. Eh bien, quand elles ont interpellé la secrétaire d'État, c'est pas sur des problématiques en disant hey, c'est comme j'aurais mes papiers. Non, non, non. Ça a été pourquoi l'État donne 3 500 € pour payer une chambre d'hôtel pendant 1 mois, alors que s'il m'en donnait 2 000, 1 000 pour vivre et 1 000 pour l'hébergement, vous économiseriez de l'argent. Et de surcroît, je pourrais nourrir mes enfants, je pourrais ne pas me mettre en danger parce que je suis diabétique et que je ne peux pas cuisiner, et encore moins de devoir aller nourrir mes enfants au McDo, au kebab du coin, et des choses comme ça. Donc, du coup, c'est vrai que ces gens-là sont conscients des solutions à apporter. Et c'est ça. Aujourd'hui, si on veut faire lien commun, et ben, je pense que c'est ça. C'est qu'il faut qu'on prenne conscience que ce sont les premiers intéressés qui sont capables de faire des solutions. Maintenant, je vais passer par Après toi, c'est difficile. Garçon intéressant, complètement. Voilà, donc moi je suis responsable, alors je suis un petit fonctionnaire territorial, personne n'est parfait. Je travaille pour le CCH de la ville de Nantes depuis très très longtemps. J'ai commencé, j'ai fait des études de philosophie, ça mène aussi à l'action sociale. Enfin, c'est pas assez utilisé, il y a des psychos, il y a des sociaux, mais il n'y a pas de philo. Dans les sciences humaines, c'est vrai, c'est la discipline un peu oubliée. Hein. Donc on peut être que pour du philo finalement, c'est chiant. J'ai travaillé pendant 30 ans à accueillir des réfugiés politiques statutaires dans un centre d'hébergement, avec un dispositif d'insertion derrière, à Nantes aussi. Et puis, en 2006, la personne qui avait tenu ce restaurant municipal, ceux qui étaient au débat précédent avec Rétière et Lecrom, j'ai un peu mangé leur prénom, Jean-Pierre et Jean-Noël, voilà. Vous êtes parfaitement informés sur la solidarité alimentaire à Nantes, parce qu'ils ont vraiment bossé le sujet, je me suis souvent plongé dedans avant que leur livre apparaisse.
solidarité en miettes. Mais donc ils connaissent bien le sujet, et vous aussi. Il y a une tradition à Nantes, dans l'ouest de la France, de popote, ça s'appelait un peu comme ça. Le restaurant Pierre Landès, c'est le dernier. Il y en a eu jusqu'à 18. Hein. L'aide alimentaire était plus importante sans doute autrefois. Il fallait donner du lait à ses enfants. Il y a eu les crises économiques, ça date des années 20, tout ça. L'établissement qu'on vient de détruire pour en construire un nouveau date de 1948, une vieille dame de 70 ans. Hein. Voilà, et puis il y a eu les réfugiés espagnols, on les a oubliés, ceux qui fuyaient l'invasion allemande qui venait du Nord, des vrais besoins en aide alimentaire. Mais bon, donc la restauration, c'était pas du tout mon truc, a priori, mais ça dépend de quelle restauration on parle, en fait. Donc quand on me l'a proposé en plus, donc c'est pas un truc sur lequel j'ai postulé, donc dans ces cas-là, on peut avancer quelques billes. Et j'ai pris le temps de lire l'ouvrage d'un sociologue qui s'appelle Serge Pogam, qui travaille sur les questions de pauvreté. J'ai lu lequel, je ne sais plus. Les formes élémentaires de la pauvreté. Il dit deux choses simples. Il dit quand on est voilà, dans la situation où Jean-François s'est trouvé, il y a longtemps, c'est quoi les questions qu'on se pose? Elle m'a dit, il y en a deux. Il y a sur qui je peux compter. Alors là, effectivement, les CCAS, la CAF, tout ça, ils vous disent, oui, on est là, vous pouvez compter sur nous, ça. Mais ça ne marche pas vraiment parce qu'en fait, on est dans des logiques de guichet. On est des dossiers, et il manque toujours un papier, un machin. C'est compliqué, puis on finit par être dans le non-recours. Hein. Je vois des gens, moi, qui survivent, alors là, pour le coup, dans la société, sans carte d'identité depuis 10 ans. Hein. Ils sont là, hein. Mais ils n'existent pas. En vrai, ils ont non-recours au droit, non-recours aux soins. Et puis la deuxième question, alors là, auquel personne ne répond pour le coup, c'est est-ce que je compte encore pour quelqu'un? Parce que ça aussi, c'est important de savoir qu'on compte, quoi. Donc, un restaurant social, je me suis dit, c'est un endroit où on peut peut-être répondre aux deux questions en même temps. C'est-à-dire, voilà, considérer que la disqualification sociale n'est que ce qu'elle est, soyons objectifs, et pas subjectifs là-dessus, que les gens sont des citoyens comme les autres, qu'ils ont un passé, une culture. Bon, vous voyez Jean-François, comment il s'exprime, je suppose que c'est pas arrivé depuis 2 ans, c'est que avant Jean-François, c'est quelqu'un qui réfléchissait déjà, qui théorisait déjà, qui s'exprimait déjà, et puis on lui a coupé la parole, on l'a disqualifié, paf. Donc disqualifié pour tout, en fait. En 2006, quand on demandait aux travailleurs sociaux, c'est quoi les priorités? Alors, pour eux, c'était les besoins primaires. Manger, dormir, dans un lit, quoi. Et puis se laver, voilà. On est toujours sur ces 3 trucs-là. Okay. D'accord. Et en même temps, j'ai passé une enquête longue sur les 2 premiers mois où je suis arrivé. J'ai dit, c'est quoi vos priorités? Allez, vous mettez 1, 2, 3. Puis il y avait 25 phrases verbales, genre, oui, être aidé à trouver un logement. La priorité des priorités numéro 1, c'était accéder à Internet. Sur 160 réponses exploitables. 2006. Les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais les gens voyaient bien que là encore c'était une disqualification supplémentaire qui allait se mettre devant eux, un outil peut-être intéressant pour communiquer sans avoir la même parole que l'autre, sans être vu, sans être stigmatisé. On peut s'exprimer sur Internet, on peut aller chercher de l'info sans la demander aussi à quelqu'un, un intermédiaire qui vous la donne ou pas. Donc ça, c'était ça. Et ce que j'avais revendiqué pour accepter le poste, c'était justement qu'il y ait une connexion Internet et un téléphone gratos. Parce que avant, quand on voulait passer un coup de fil à un copain, hein, un 06, hein, un copain, appeler un ami, ça se fait pourtant d'appeler un ami. Hein. Ah ben non, c'est pas pour du travail. Donc c'était quand même ça, hein, comment on traitait les gens. Et puis, il y avait aussi la question de l'accès à la culture qui était là. On sentait bien que
les gens ils se disaient bah ouais, c'est plus pour moi. Alors il y a à la fois la question aussi de se dire bon, moi je m'exclus moi-même de ce monde pourri, et voilà, terminé. Et puis il y a de toute façon je peux pas, enfin, ça coûte trop cher quoi. Je peux pas. Le repas du restaurant social c'est 1,60 €, alors 15 peut-être cette année, hein, depuis janvier. C'est un repas. Mais c'est bien autour du repas que tout va se construire. Donc sur les derniers chiffres que je possède, parce que les rapports d'activité sont plus ce qu'ils étaient, mais on est toujours à peu près sur la même tendance, j'ai 3 grandes familles de propositions. L'accès à la culture en est une, avec différentes formes, accompagné, pas accompagné, gratuit, presque toujours gratuit, parce que le prix à payer pour y aller, c'est déjà beaucoup. Et puis, quand c'est payant, je refuse toutes les places qui sont au-dessus de 2 €. Ils mangent à 1,70 €. C'est comme si on mange à 17 € ici. Et le ratio, c'est d'aller à un spectacle à 20 derrière. Donc, on ne fait pas ça tous les jours, quand même. La citoyenneté, parce que ça, évidemment, c'est fondamental. Les gens disqualifiés sont des citoyens, ils ont droit à la même liberté d'expression, à la même liberté aussi d'aller chercher l'information. Donc, plein d'activités autour de ça, comme ici, hein, ciné-club, on discute, café citoyen. Moi j'ai un café citoyen en fait, hein, comme ici, enfin plus petit, mais ça va s'agrandir. On va concurrencer le... Ah mais attention, il y a un truc important, ça je le dénonce souvent, la précarité c'est 19e siècle a commencé à traiter. C'est même pas traité au niveau de Nantes Métropole. Là pour manger chez moi, excusez-moi, c'est un raccourci bien sûr, il faut être nantais. Ah ouais, on va pas nourrir les gens de Saint-Herblain ou de la Chapelle. Donc nantais on l'est administrativement quand on est à la rue parce qu'on se domicilie. Mais on peut venir de la Chapelle, et la Chapelle, le maire, ça l'arrange bien que les gens se domicilient à Nantes. Mais il n'a pas donné un rond pour construire le futur établissement. Donc, on voit bien que dans les métropoles, il n'y a pas de réflexion métropolitaine ou grande métropolitaine de la précarité. On est chacun ses pauvres. Voilà. C'est ça que j'appelle le 19e siècle. Bon, moi je suis obligé de faire avec, donc je fais avec. Et il faut justifier de ressources. Voilà. Bon, ça, c'est le règlement d'action sociale de la ville. Donc voilà, les chiffres que j'avais, c'était donc 3 familles, j'en ai oublié une, c'est la prévention de la santé et le bien-être. Le bien-être peut-être avant la prévention de la santé. Parce que, bon, si j'interrogeais tout le monde ici, vous faites sans doute un peu de sophrologie, du pilates, du crâne, des petites choses comme ça, du yoga, allez, même pas. C'est trop cher alors. Mais enfin, du qigong, du chatsu. Enfin bon, on va pas. Alors quand on est précaire, disqualifié, pensez bien que quand vous allez pas bien, on vous dit, l'hôpital, là. Puis à l'hôpital, on vous dit, votre place, c'est pas là. Donc c'est très compliqué, ça, le bien-être. Et puis c'est pourtant les premiers concernés à qui on aimerait bien qu'ils soient mieux, quand même. Donc on a offert ces choses-là. Alors c'est ça, après c'est hybridation, réseau. Hybridation, le mot est de Caroline, hein. Elle a écrit là-dessus. Et c'est vrai que c'est tout un réseau d'acteurs, évidemment, qui s'est formé comme ça, en se rencontrant, comme on se rencontre ce soir, comme on vous rencontre ce soir. J'ai fait mon marché pas mal au début, surtout sur pas mal de questions d'accès culturel, etc. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est gagné. Donc j'avais une personne. On doit avoir à peu près entre 90 et 120 plateaux par jour. Personne, hein, bien sûr, avec un plateau. Mais on compte les plateaux. Non, parce qu'il y a aussi un accueil de jour qui n'est pas comptabilisé. Un accueil de jour, c'est quelqu'un qui, justement, rentre pas dans le cadre, il n'est pas nantais, ou il n'a pas de papier, mais il peut venir quand même. Et lui, il bénéficie de toutes les activités, sauf le repas. Et donc, il faudrait compter un peu plus que ça, mais je ne peux compter que les plateaux. Sur 3 plateaux en une année, chaque jour, hein, il y a une personne qui, derrière, va voir le psychologue, va au cinéma, va voir un spectacle vivant,
va faire du sport, enfin, on a une grosse palette de propositions, et puis voilà. Donc c'est beaucoup, hein, parce que là, ce resto-là, il n'y a pas une personne sur 3 là ce soir qui a fait autre chose de sa journée que d'aller au resto, enfin, en dehors du boulot. Donc c'est beaucoup, il y a une vraie dynamique, ce qui fait que je fais moins mon marché, et que du coup j'ai plus de propositions voilà, venant de l'extérieur. Et puis j'ai surtout des gens qui viennent me voir, et ça je me dis c'est gagné maintenant, je vais arrêter là, en tapant sur le bureau en disant quoi, t'as pas de place pour le truc là, c'est le truc les gens de la cité là, 80 €, toi t'as pas de place gratos pour ça? C'est après-demain. Donc ça veut dire c'est gagné. Moi je veux en être aussi comme tout le monde, et puis voilà, je m'interdis plus. Ben, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Après, c'est un métier où on est tout le temps fâché, tout le temps en révolte aussi, parce que évidemment, là on rigole, mais derrière, il y a des situations épouvantablement maltraitées par les institutions. Et même si j'en fais partie, je suis le premier à l'ouvrir, notamment voilà, la question à table, on parlait de ça, je vais le dire parce que je le dis à chaque fois que je vais quelque part, ça fait des années que ça dure, ça fait des années que ça doit être pris en charge en 1 heure autour d'une table avec 3 personnes qualifiées pour, un SDF aujourd'hui qui appelle le 115 à Nantes, à qui on propose une place à Saint-Nazaire, parce qu'il y en a quelques-unes au foyer Blanqui, on lui dit, là voilà, vous avez une place. Ah, je suis content. Ben, allez-y. Au revoir. Alors bon, ils prennent le train sans payer. Ils prennent une amende la plupart des cas. Des fois, ils échappent au contrôleur, mais enfin, des fois, non. Vous imaginez l'angoisse, déjà, je veux dire, de toute façon, j'ai une place, mais je vais la payer cher. Et puis, ils refusent, et quand ils rappellent le 115, je dis, ah ben non, monsieur, vous avez refusé une place. Donc, il y a quand même 3 personnes, quelqu'un de la direction régionale de la SNCF, quelqu'un de l'État, parce que le 115 c'est l'État, c'est le SIAO, voir quelqu'un de la ville, on s'en fiche, ou quelqu'un du conseil départemental, même de la région, puisque les transports, c'est son truc. Faire un sauf-conduit, comment on appelle ça, un titre de transport, peut-être pas donner de l'argent, parce que bon, voilà, je t'entends. Mais oui, il est d'accord, mais après, c'est possible aussi. Mais un titre de transport avec cette place, parce que quand on est dans cette situation de disqualification, c'est vraiment dire, vous voyez, on leur donne des places. Ben non, on renfonce encore plus la tête sous l'eau, donc ça, j'en parle tout le temps, j'en parle à tous les cadres dirigeants que je peux rencontrer, aux élus, etc. Ça fait 2 ans que ça dure. Hein. C'est quand même, enfin, je suis sûr qu'ici, s'il y avait quelqu'un de la SNCF, quelqu'un de l'État, on y arriverait. On trouverait, c'est du concret, c'est pas très compliqué, mais c'est ça, la réalité, c'est ça, tout le temps, en permanence. Et effectivement, on a plein d'histoires comme ça. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit André, et qui est très important, parce que moi, je l'ai connu, ça. Parce que ma sortie de rue, elle n'est pas si vieille que ça. Hein. Mon bail, je l'ai signé il y a 1 an, bientôt. Et mon emploi, oui, ça va faire 2 ans. Bon, ça fera 2 ans cette année en octobre. Donc c'est vraiment une sortie récente. Ce que je veux dire, c'est que dans son restaurant, André, il n'a pas fait que de donner à manger ou de donner une douche. Il a permis, ce qui est bien trop souvent refusé, c'est-à-dire c'est effectivement d'avoir le droit de faire autre chose que de passer son temps sur un banc à s'alcooliser, ou de chercher les paradis artificiels. Non, il leur a dit que ces gens-là avaient des droits, qu'ils pouvaient s'autoriser à aller voir un spectacle. Et bien moi, je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a seulement 2-3 ans en arrière, quand j'ai commencé mon parcours de vie, pendant 5 ans, je devais faire un budget, et puis moi j'avais mis dans mon budget, c'était d'acheter le journal, hein, mais c'était pas d'acheter Ouest France, hein, c'est ça que c'était le problème. C'est que je voulais acheter un périodique la semaine, vous savez, style Nouvelle Obs, ou l'Express, ou le Point, ou alors peut-être un Coup le Monde, des choses comme ça. Parce que dans la rue, j'avais pris le temps de lire ce que les gens jetaient. Donc du coup, j'avais découvert une autre forme que le journal quotidien, quoi. Et ben, c'était impossible. Ah ben non, ça rentre pas dedans, ça va pas. Et puis quand j'ai eu mon logement, j'ai eu des envies de me dire, ah bah tiens, je vais m'acheter ça.
Ah bah oui, oui. Bon, ça coûte 200 €. Ah non, mais alors non, non, non. Ça va être plus facile. On va vous emmener chez Emmaüs, là vous allez en avoir un pour 50 €. Et ah bon, d'accord, voilà. C'était toujours ça. C'est-à-dire que on me disait que, bah oui, j'avais un peu d'argent, mais que je devais le dépenser que d'une certaine façon, et non pas d'être un consommateur comme les autres. C'est-à-dire que je devais ne pas m'autoriser. Ben oui, voilà. Et mais c'est stupide, hein, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup déçu au début. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu même des difficultés avec les travailleurs sociaux, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre cette logique-là. C'est que je voulais m'autoriser certaines choses, quitte à me priver sur d'autres choses. C'était pas gênant, mais c'était difficile. Et je dois dire, c'est que, parce qu'on change de culture, après certains vécus, on change de culture et de mode de vie. Moi, je vais rarement en grande surface. Moi, j'habite Angers, il y a un marché de samedi, je fais mon marché tous les samedis. Pourquoi? Parce que sur un marché, on trouve des produits qui sont bien moins chers, et bien sûr de meilleure qualité que ce qu'on va trouver en grande surface. Je vais en grande surface pour certains produits que je ne peux pas trouver, mais sinon, non. Et je me suis aperçu que du coup, je gérais mieux mon budget, parce qu'il n'y avait pas la tentation de la grande surface. Et il y avait pas la tentation, et deux, pas la frustration. Parce qu'il y a ça aussi quand même. Parce que qu'est-ce qui dévalorise une personne? C'est la frustration, c'est de dire, ah bah tiens, je vais pas encore pouvoir ce mois-ci m'acheter une paire de chaussures. Ah bah tiens, je vais pas pouvoir faire ça. Parce que ça arrive à tout le monde, vous savez. Moi, je vois aujourd'hui quelque chose qui m'effraie. C'est que parmi les publics qu'on trouve en grande difficulté, eh ben, il y a nos aînés. Et moi, j'ai beaucoup de gens, notamment des femmes, qui se retrouvent veuves, qui se retrouvent à la rue. Et quelquefois, c'est stupide, hein, mais c'est parce que les enfants ont obligé à vendre la maison. Hein, sans penser que, bah oui, mais c'est pas avec le peu d'argent qu'elle va récupérer de la maison qu'elle pourra racheter un appartement. Et c'est pas avec ça qu'elle paiera une place en EHPAD. Hein. Donc du coup, et on ne s'aperçoit pas de ces choses-là. On laisse traîner des situations pas possibles. Et c'est terrible, parce que ce sont des gens qui ont le débit, qui ne peuvent plus rien faire. Moi, je vois des personnes, donc des aînés, qui n'ont même pas les moyens de pouvoir faire un cadeau à leurs enfants et leurs petits-enfants, et qui donc disent, quand ça arrive des moments où il faut inviter un peu les gens, bah non, je ne peux pas, je suis pas bien, je suis malade, ou je suis parti ailleurs, parce qu'on n'ose pas dire sa propre misère. On ne peut pas dire à ses enfants, demain tu vas devoir payer pour moi. Et c'est ça que, moi j'en ai qui viennent au CRPA, des gens comme ça, et je peux vous dire que c'est terrible pour eux. Hein. Quand ils en parlent, je me dis oui, non. Parce que derrière aussi, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout le lien affectif qui se délite. Le fait de ne pas pouvoir inviter son frère ou sa soeur, comme disait tout à l'heure André, à partager un repas, ah oui, être invité chez l'autre, ok, ça va une fois, deux fois, trois fois, mais après, ouais, il m'invite, c'est parce que je suis dans la merde. Moi j'aimerais bien m'inviter, mais ça me bouge. Voilà. Et c'est vrai, alors, il y a aussi une grosse problématique, et là moi je suis un peu comme André, révolté, c'est sur les passages obligés de la vie. Où là il y a des ruptures de droit qui peuvent entraîner des catastrophes. Je prendrais celui du passage à la retraite. Si vous n'avez pas une part pour la soif, vous avez de fortes chances de vous retrouver dans une situation pas possible, parce que bien souvent, votre premier versement de retraite, il arrivera 6 mois, voire 1 an après que vous l'ayez en bénéficié. Surtout quand c'est l'employeur qui vous demande de partir en retraite, parce que vous n'avez pas eu le temps d'anticiper votre dossier. Et ça amène des gens dans des situations de précarité et de pauvreté comme c'est pas possible. Moi je connais des gens dans le territoire vendéen, dans le territoire nantais, il reste 3-4 années de crédit à payer. Hein. Mais la maison va être vendue parce qu'ils ne peuvent plus. Hein. Parce qu'il y a eu 1 an de non-paiement de crédit et voilà. C'est terrible, c'est que l'œuvre de toute une vie va leur échapper et on va devoir les loger.
Après tout, vous savez, c'est terrible. Hein. Le suicide chez les personnes âgées pour cause de précarité est une réalité qu'on ne parle pas. Hein, parce que, outre la solitude, outre toutes ces choses-là, c'est terrible. C'est pour ça que moi, je suis sorti de la rue, c'est bête. Hein. C'est vraiment bête, mais j'ai pris un coup de couteau. Et je me suis dit, ben non, je ne vais pas mourir dans la rue, quoi. Donc là, ça a été le déclencheur. Mais on ne peut pas s'imaginer que des gens attendent la mort dans la rue. En fin de compte, ils vivent dans la rue, mais parce que c'est devenu une addiction, mais ils y attendent la mort. Ils n'ont aucun projet de sortie de rue. Et on aura beau tout faire pour eux. Et là, c'est que ils attendront de mourir chez eux, dans l'appartement qu'on les aura mis. C'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est que, pour en revenir au thème d'aujourd'hui, c'est que les gens ne s'autorisent pas toujours. Je suis sûr que parmi vous, quand vous étiez salarié, employé, tout ça, vous ne vous autorisiez pas à aller revendiquer des hausses de salaire à vos patrons, parce que vous aviez en tête une chose, si je demande ça, il va me dire, dis donc, il y a du monde dehors qui attend, t'as la porte grande ouverte, hein, voilà. Et puis, eh ben oui, et c'est là que ça commence, le droit de s'autoriser. Et du coup, après, quand vous vous retrouvez dans des situations pas possibles, ben vous vous autorisez plus. Et quand on a, nous, organisé notre plénière au château de l'Aisne sur quel pognon de dingue il me faut pour vivre décemment, les gens nous ont donné des idées, nous ont dit des choses, mais à aucun moment ils ont su mettre une somme d'argent pour combien il fallait pour vivre décemment. C'est-à-dire que il y a cette incapacité à monétariser le quotidien. Et c'est terrible. C'est terrible parce que, à côté de ça, ce sont des gens qui sont très captifs par la télévision, c'est le loisir moins cher, et puis en plus, ça leur permet d'être comme tout le monde. Ah bah je l'ai vu à la télé, si. Ça aussi, ça a été un sacré... Moi, j'en ai pas de télé, je suis tranquille. Puis j'en veux pas. Mais, je vais prendre quelques exemples et vous allez voir quand même ce que ça peut porter aux gens. En matière de soins, notamment. Bon, vous connaissez ça, quand même. Les 6 mois, 1 an d'attente pour avoir une consultation chez l'ophtalmo. Hein, vous connaissez. Ben, pour des gens qui ont bénéficié de la CMU, c'est carrément impossible. Parce que il faut vraiment passer par l'hôpital ou des choses comme ça. Il faut vraiment avoir une situation pas possible. Sinon, non. Un rendez-vous chez le dentiste avec une rage de dents pas possible, c'est 3 semaines, 1 mois. Alors que quelqu'un qui va dire, ben non, oui, j'ai une mutuelle, je sais. Ouais. Ben, on va le prendre. Voilà. Ben non, mais c'est terrible. Mais le plus terrible, c'est pour les femmes. C'est la difficulté à trouver un ou une gynécologue. Moi, j'ai eu le cas sur Angers, il y a 2 ans en arrière, une femme qui a eu 2 enfants, suivie par la même gynécologue, se retrouve au chômage, se retrouve à la CMU, 3e enfant qui arrive, elle va prendre rendez-vous chez la gynécologue, premier rendez-vous elle l'a, puisque c'est une cliente, elle sort la carte CMU pour payer, et on lui dit, ben, ne reviendrez pas, vous irez voir ailleurs. Je peux vous dire que pour cette femme-là qui ne s'imaginait pas encore pauvre, ben là, elle a compris qu'elle était plus pauvre. Et ça, c'est terrible. Comment vous voulez que cette femme-là puisse, demain, regarder les autres en se disant, je suis pauvre. Voilà. Moi, je vois des gens qui font des efforts terribles. C'était un peu mon cas quand j'étais dans la rue, mais pour ne pas qu'on voie que j'étais en précarité, donc j'ai évité les chaussures usées, j'essayais de fréquenter beaucoup de vestiaires, et c'est vrai qu'on a tellement dans notre société une vie où c'est le vêtement, où c'est la culture que vous avez, la profession que vous occupez, toutes ces choses-là qui déterminent votre rang, que ça devient souvent impossible. Or,
Moi, je m'aperçois qu'aujourd'hui, chez les gens grande précarité, ils sont capables d'en sortir. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont devenus très écologistes. Ils se disent, de toute façon, je ne peux pas consommer, je ne consomme pas, je vais me débrouiller autrement, puis ils font autrement. Et ça se développe de plus en plus. Et le problème, c'est que des gens, ils sont sur Nantes, eux, ils voudraient venir à la Chapelle-Suard, ils voudraient venir à Rezé, ils voudraient venir à Bouginet et tout ça. Mais il n'y a pas de logements sociaux adaptés pour eux. Donc du coup, ils ne peuvent pas. Et une qualité de vie, ils n'y ont pas le droit. On les laisse dans des ghettos, dans des tours impossibles. Autant, pour certaines personnes, vivre dans des tours de 15 étages, c'est facile. Mais il y a des gens pour qui vivre dans une tour de 15 étages, c'est quand même vivre avec tous les voisins du village sur un espace vraiment très restreint. Et c'est pas possible pour moi. Moi, je sais que je ne peux pas vivre en logement collectif important. En plus, j'ai pas eu de chance, c'est que dans la dernière expérience que j'ai faite, j'étais dans un quartier très sensible, avec du trafic de drogue et de la violence, et j'ai tenu 6 mois. Mais coup de chance, c'est que le bailleur social, au regard des efforts que j'avais faits pour sortir de la rue, m'a relogé, il m'a donné une petite maison avec un jardin. Donc, mais c'est un coup de chance, hein, parce que c'est là aussi, c'est le travail fait comme fait peut-être André, avec la ville de Nantes et puis avec les bailleurs sociaux, des choses comme ça, pour trouver des solutions adaptées. C'est ça aussi. C'est que, comme disait André, si on arrive à réunir autour de la table 3-4 personnes pour trouver la solution adaptée, non pas la solution adaptée qu'eux pourraient imaginer, mais la solution adaptée que la personne souhaite pour prendre. Voilà. C'est là qu'on réussit. Et c'est là qu'on se dit, ben voilà, moi, aujourd'hui, quand je vais voir les pouvoirs publics, je peux leur dire, mais vous savez, hier vous me gagnez de l'argent, aujourd'hui moi je vous en rapporte. Hier je vous coûtais 5 euros. Aujourd'hui je vous en rapporte 7. Parce qu'aujourd'hui je paye des impôts. Et voilà. Parce que souvent, ce que nous disent les pouvoirs publics, c'est que, ben oui, mais pour 1 euro, il nous faut 2 euros pour payer les organismes qui gèrent ça, la CAF, le Sécu, toutes ces choses-là. Et puis il faut 3 euros pour payer des travailleurs sociaux qu'on met autour pour vous accompagner. Donc du coup, ça peut coûter quand même cher, quoi. Et c'est vrai, voilà, c'est le fameux pognon de dingue. Sauf que quand on nous disait ces femmes qui vivent à l'hôtel à 3500 euros la chambre, et encore c'est une chambre de même pas 16 mètres carrés, c'est 12 mètres, je dois dire que voilà, c'est quel pognon de dingue, les gens ne savent pas le dire. Mais ça veut dire que le fait qu'on leur refuse des soins, pour eux, c'est baisse de l'estime de soi, isolement, dégradation de l'image, relation à l'autre, augmentation et aggravation des risques de santé, et hausse de la douleur, et puis les missions de service public qui ne sont plus assurées, quoi. Et là, je l'ai découvert aujourd'hui, mais je connais un monsieur de 73 ans qui a fait 2-3 petits infarctus. Son médecin traitant l'a envoyé aux urgences pour subir une coronaronographie. On l'a fait patienter 4 jours. C'était simplement pour s'assurer qu'il avait bien une mutuelle et qu'il allait pouvoir payer. Là, ça s'est passé au CHU d'Angers. Donc c'est pour dire, quoi. C'est impressionnant, c'est-à-dire qu'on arrive dans une société où on existe, comme diraient certains jeunes, grâce à notre carte bleue. Si vous voulez trouver une copine, t'as intérêt d'avoir une bonne carte bleue, parce que si tu es en boîte, payer une bouteille, tout ça, il faut une carte bleue. Les filles, c'est ça qui les intéresse. C'est comme ça qu'on entend les gens parler des fois, quelquefois. Et c'est vrai que c'est marrant, mais c'est l'image de notre société. On n'existe qu'au pouvoir d'achat que l'on a. Et c'est terrible. Dis-moi quel est ton pouvoir d'achat, je te dirai quel est ton rang dans la société. Mais ça, c'est terrible. Moi, j'ai des amis, puisque j'ai réussi maintenant à faire un réseau social sur Angers. C'est une anecdote assez importante. C'est là aussi de changer les regards. Donc j'avais le choix. C'était d'aller au restaurant social sur Angers, d'aller aux accueils de jour pour continuer à côtoyer les gens de la rue. Ou alors d'essayer d'aller vers d'autres endroits pour trouver d'autres personnes. Ben moi je suis là, dans d'autres endroits pour trouver d'autres personnes. Je suis milité à Amnesty International. Et là j'ai rencontré des
gens, ben, c'est pas des gens qui viennent de la rue, quoi. Et donc, du coup, je me suis fait un autre réseau social. Et je peux vous dire que c'est vachement bien parce que le regard n'est pas du tout le même. Et puis ça, alors, ça me tire moi vers le haut, mais deux, eux, ça leur ouvre les yeux parce que moi, je viens leur raconter réellement ce qui se passe. Et là, du coup, il y a un échange aussi. Et c'est là où on s'aperçoit que la mixité sociale a sa raison d'être. Mais c'est pas évident partout. C'est pas évident partout. Hein. Mais voilà. Et je pense que l'avenir, il est là. C'est qu'il faut accepter l'autre, comme André dit souvent, comme un partenaire, et non pas comme quelqu'un qui dit c'est bon pour ne touche pas. Hein. Ça aussi, c'est terrible. Il y a des associations aujourd'hui où vous avez encore des gens qui considèrent, ils ne le disent pas. Exactement, mais malgré tout, quand vous discutez avec eux, non, il est à moi celui-là, tu me prends pas. Hein, nos pauvres, hein, mon pauvre. Hein. Nos SD. Nos SD. Voilà, non, mais c'est terrible, quoi. Alors, moi, des fois, je dis, tiens, là, mes bénévoles. Il faut vraiment qu'on y arrive, quoi. Moi, je fais de la formation aujourd'hui pour des travailleurs sociaux, des bénévoles, justement. Mais je m'aperçois que changer les regards, c'est pas évident non plus, quoi. Et pourtant, voilà, quoi. Sur cette question-là, oui, à la demande des personnes accueillies, j'emploie un mot que je n'utilise pas parce que c'est plutôt les associations qui parlent d'accueil, ouais. Nos accueillis. Oui. Alléluia. On est dans la phase. Non, mais les mots ont un sens. Au Québec, quand on est au Québec, on ne dit pas SDF, on dit itinérant. Oui. Et ça a un sens. Ils n'ont pas le droit de rester plus de 20 minutes statiques dans la rue, sinon ils ont une amende. Ils sont bien obligés d'être itinérants. Bon, donc les personnes accueillies du lieu se sont redéfinies. C'est-à-dire, et maintenant il faut qu'on... Alors, Johanna Roland le dit, mais toute la strate, le millefeuille de gestionnaires un peu techno qu'il y a entre les gens du bas et les gens du haut, on a vraiment du mal avec ça, c'est-à-dire qu'on a refusé de dire usager. Et dans le service public, pourtant, c'est un mot très utilisé. Mais alors, quand il s'agit de personnes en précarité, disqualifiées, qu'en plus il y a cette double connotation sémantique de usager comme un vêtement usagé, je ne parle pas le tien, mais non, mais je regarde un vêtement au hasard, mais je préfère regarder le tien, parce que si je regarde en face, donc ce mot-là, usager, il est terrible. Hein, les usagers. Alors, ils se sont appelés, ils ont réfléchi, ils se sont dit, ben, nous, on est des passagers. Alors, c'est bien parce que passager, c'est comme dans un grand bateau, on est ensemble, on fait un petit bout de chemin, et puis on n'est que de passage. On devrait n'être que de passage dans cette affaire. C'est pas logique d'être toujours usager des services sociaux, parce que... Et ce qui fait peut-être la chance qu'on a de se rencontrer, de travailler, de faire ça avec toujours le même emballement, c'est que justement, tu parlais des bains-douches tout à l'heure, le prochain bâtiment va réunir l'ensemble, c'est que ça c'est un accueil où les gens viennent pour se faire plaisir quand même, manger comme ici, quoi. Manger, on discute, on parle de ce qu'on a fait la veille, du film qu'on a vu, et puis se doucher, c'est quand même sympa, hein, ça fait du bien, on est content, surtout quand on se sent sale. Et ça, c'est pas des logiques de guichet. Donc c'est de l'action sociale, en fait, réelle, où les travailleurs sociaux, du coup, trouvent leur place, leur vraie place, qui devrait être leur vraie place, pas de la standardisation de références sociales, où j'en connais plein qui ne vont plus voir leurs références sociaux. Hein. Non-recours. Ça, c'est le truc avec lequel on a le plus de mal, c'est le non-recours. Les invisibles. Ouais, c'est ça. Et du coup, un travailleur social dans un lieu comme ça, il est donc surtout pas dans le jugement, il est dans l'adhésion, en fait, il peut faire une photocopie, et puis en suivant la photocopie, tirer un fil et d'autres fils, et puis s'apercevoir que là, le fil est coupé, là, le fil est coupé, rentrer en confiance avec la personne.
Dans le petit questionnaire que j'avais fait au début, donc ça venait pas de ce qu'on y a mis, c'était là, j'avais mis votre avis, 2 points. Bon. Et j'ai eu plein de gens, plein, quoi, qui m'ont dit, ah bah, faites pour le mieux. Moi, je dis, bah, comment? Moi, je dirais pas ça, hein, en sortant du CCAS. Je ne crache pas sur mon institution, mais je répondrais pas, faites pour le mieux. On n'y croit pas, c'est pas possible. Donc, il y avait bien un potentiel de confiance sur un lieu d'accueil plaisir. Hein. Et puis, bah, du coup, bah oui, le travail social, si ça se fait dans la confiance, c'est beaucoup plus simple. Et les jeunes, on en parlait tout à l'heure, on parlait une des problématiques sociales qu'on voit, c'est les jeunes entre 18 et 25 ans. Bon, donc ils ne peuvent pas toucher le RSA, ils peuvent venir manger gratuitement s'ils sont domiciliés, temporairement, on leur fait des cartes temporelles, hein, jusqu'à 25 ans, hein, tous les mois. Et puis, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les jeunes entre 18 et 25 ans qui sont à la rue pour avoir les chaussures comme il faut, etc. Ça coûte un pognon de dingue, ça. Parce que le traitement, c'est du commerce souterrain, en fait. C'est ça. Ils sont bien obligés de faire ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Déjà, tous les jeunes fument des pétards, donc eux, pareil. Il faut bien être comme tout le monde, comme tu disais. Et puis, bah, quand t'as pas de rond, par contre, pour en acheter, il faut en vendre. Il y a un moment, on rentre dans la spirale, et là, la spirale, elle descend. C'est ça qui va coûter un pognon de dingue. C'est derrière le traitement judiciaire, la prison, et puis la répétition, voilà, et puis l'enfermement, puis c'est une vie sans projet. On mettrait un revenu universel à ces jeunes-là, ceux qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, comme tu dis, enfin de familles d'accueil qui n'ont pas forcément dès qu'ils ont 18 ans, les ciao, bonsoir, la rue. Bah, les travailleurs sociaux, puisqu'on a cette relation de confiance, enfin, dans plein de lieux d'accueil, elle existe aussi. Ils pourraient très bien réfléchir à des projets de vie, à la construction de projets de vie. Un jeune qui a 18 ans, il a des projets de vie, hein, ça je vous assure, hein, je les connais, je les vois. Ils ont confiance en nous, ils ont des projets de vie, et ils s'embarquent dans des trucs où on leur dit, là, attention, ta vie va être foutue. Donc il y a des solutions concrètes, ça ne coûterait pas un pognon de dingue de faire ça. Ce qui coûterait un pognon de dingue, ce qui coûte déjà un pognon de dingue, c'est de le traiter derrière, comme on fait aujourd'hui. Caroline, quelque chose. Non, c'est pas ça. Pour une fois, je vais peut-être faire le maître du temps. Peut-être est-ce le moment de la pause aussi. Oui. Pour poursuivre la discussion ensuite entre vous deux, il y a une chose moi qui m'a frappée en suivant le travail que j'ai pu observer, notamment au restaurant social, parce que l'idée, on peut se dire, ça repose sur une personne qui a, sur une logique militante, mais une autre personne, finalement, pour porter par exemple le restaurant social, le jour où André s'en va à la retraite, si c'est juste porté par André, qu'est-ce que ça devient? Donc finalement, notre travail de chercheur, notamment en gestion, c'est de dire comment l'organisation peut-elle apprendre de cette expérience pour pouvoir pérenniser, faire évoluer. Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est ce qu'on avait mis en évidence, c'est que se restaurer depuis le repas, c'est-à-dire je me restaure, c'est-à-dire je mange, c'est comment je me restaure dans tout le sens qu'on donne. Et je m'arrêterai là. Pour le survivre, c'est se restaurer, j'ai faim, il faut que je mange. Alors que ce qui est présenté ici, c'est je me restaure, c'est-à-dire je vis. Je vis de manière digne, c'était le terme aussi, hein, de manière digne, comme les autres, peu importe le jugement, hein, le fait d'avoir des chaussures à la mode, un blouson qui vaut... mais je dirais, je vis comme les autres. Donc c'est ça qu'on voulait aussi, peut-être, la sensibilisation qu'on voulait faire. Et la deuxième chose, c'est que de là où on est, je pense que chacun... à notre petite mesure, on peut faire bouger les choses, c'est-à-dire cette mixité, cette diversité. Pour ma part, moi je travaille dans un milieu professionnel extrêmement fermé quand même, c'est-à-dire les universitaires parlent d'universitaires dans un langage d'universitaire, d'accord? Puis après on est étonné que finalement ce qu'on cherche et trouve fasse relativement peu d'écho.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je dis ça, mais bon, je caricature un peu, mais à peine, hein. On pourra en parler tout à l'heure. Mais moi, là où j'ai trouvé plaisir à mon boulot, c'est que ce travail de recherche pour lequel on a coécrit des choses dans des papiers universitaires, on a embarqué toute l'équipe, des professionnels et aussi Catherine qui était aussi une personne, alors si je disais accompagnée, elle m'arracherait les yeux carrément, d'accord, mais une personne qui se trouvait en grande difficulté et qui a défendu un projet. On a présenté ce travail à Montréal, à Québec, et ça je trouve que de là où on peut faire bouger les choses, hein, même si elles peuvent sembler rigides ou on ne se sent pas. Et enfin, je voulais ouvrir la pause là-dessus, parce qu'après, je crois qu'il y a encore plein de choses, si vous le souhaitez, à écouter de mes compères. Voilà. Merci. Hein.